Veuillez vous asseoir. L'audience reprend. Je donne maintenant la parole à Madame Marilyn Lagrange. Vous avez la parole, Madame. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est un grand honneur pour moi de paraître aujourd'hui devant votre cour pour défendre la République française. Mon collègue, le professeur Baudot-Livinec, vient de démontrer que le régime d'inviolabilité prévu par la Convention de Vienne ne peut pas être appliqué à l'immeuble du 42 avenue Foch dans la mesure où il ne peut être considéré comme faisant partie des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale à Paris. Il m'appartient à présent de rappeler que, en tout état de cause, et contrairement à ce qu'affirme la Guinée équatoriale, la France n'a violé aucune des obligations qui lui incombent au regard de la Guinée équatoriale, au titre de l'article 22 de la Convention. Les allégations précises de la Guinée équatoriale à cet égard ont beaucoup fluctué au cours de la procédure. Néanmoins, comme l'a rappelé le professeur Forteau, une évolution notable et positive est apparue dans la réplique et n'a pas été remise en cause hier. Le demandeur admet désormais que ce ne sont que les mesures contraires à l'article 22 prises par les autorités françaises contre l'immeuble après le 4 octobre 2011 qui engagent la responsabilité internationale de la France. Il exclut donc lui-même de l'objet du différend que votre cour est amené à trancher les faits antérieurs à cette date. Il n'est donc plus question de contester la présence des autorités policières et judiciaires françaises dans le dit immeuble aux fins de la perquisition du 28 septembre et du 3 octobre 2011, perquisition réalisée dans le cadre des procédures pénales engagées contre M. Nguema Obiang Mang. Dès lors, les seuls actes encore reprochés à la France au regard de l'article 22 de la Convention sont la perquisition du 14 au 23 février 2012, la saisie pénale immobilière du 19 juillet 2012 et la confiscation de l'immeuble dont M. Nguema Obiang Mang est propriétaire, prononcé le 27 octobre 2017 et confirmé en appel le 10 février 2020 à titre de sanction pénale. Aucun autre fait concret n'a été avancé par la Guinée équatoriale comme élément susceptible de constituer une violation de l'article 22. Or, il apparaît qu'aucun de ces événements ne peut être considéré comme une méconnaissance par la France de ses obligations. L'article 22 est une disposition cardinale de la Convention de Vienne. Comme l'ensemble des privilèges et immunités reconnus par cette Convention, son but est non pas d'avantager des individus, mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États. Le professeur Pellet montrera tout à l'heure combien ce rappel essentiel dans le préambule de la Convention a été bafoué par les revendications abusives de la Guinée équatoriale. Il me semble ici nécessaire de rappeler, de façon plus générale, que cet article doit être lu à la lumière de l'objet de la Convention. Or, cela a été maintes fois répété. Les privilèges et immunités sont reconnus aux locaux et aux biens de la mission diplomatique pour le seul motif qu'ils sont utilisés
pour l'accomplissement des fonctions diplomatiques et non pour protéger d'une procédure judiciaire engagée contre un individu n'importe quel local, bien ou véhicule. Pour ma part, je m'attacherai simplement à montrer qu'aucune des obligations prévues aux 3 paragraphes de l'article 22 n'a été méconnue par la France du fait des événements dont se plaint la Guinée équatoriale. Je commencerai par le paragraphe 1er de l'article 22 qui se lit comme suit. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'État accréditaire d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission. Cette obligation ne concerne évidemment que les locaux reconnus comme tels par l'État accréditaire et utilisés aux fins de la mission, qui, seuls, sont des locaux de la mission. Or, d'une part, la France a de manière constante refusé de reconnaître que le 42 avenue Foch pouvait bénéficier du statut diplomatique. D'autre part, les constats effectués lors de la perquisition menée du 14 au 23 février 2012 au 42 avenue Foch sont dépourvus de toute ambiguïté. Il en ressort que M. Nguema Obiang Mang avait la libre disposition de ce bien immobilier. Aucun document officiel concernant l'État de Guinée équatoriale ou permettant de penser que cet immeuble pouvait servir comme lieu de représentation officielle n'a été découvert. Les constatations ont permis de confirmer qu'il était bien l'occupant des lieux. Aucune utilisation diplomatique n'était faite du 42 avenue Foch, ce que la Guinée équatoriale reconnaît par sa note verbale du 27 juillet 2012. L'immeuble n'avait donc pas droit à une protection au titre de la Convention de Vienne. Dès lors, il ne peut être valablement reproché à la France une quelconque intrusion irrégulière dans cet immeuble. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 n'ont pas davantage été méconnues lors des événements litigieux. Celui-ci se lit comme suit. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution. À cet égard, il convient de rappeler que les seuls biens meubles saisis à l'occasion de la perquisition de février 2012 étaient à l'usage strictement personnel de l'occupant d'alors. Il suffit de relever que les effets personnels saisis, tous de même taille, 54, pointure 43, portaient, pour certains d'entre eux, en filigrane, le nom de Teodoro Nguema Obiang ou les initiales TNO. Par ailleurs, la France n'a pas davantage méconnu cet article eu égard à la saisie pénale contestée par la Guinée équatoriale. Cette saisie vise, je le rappelle, l'immeuble du 42 avenue Foch en tant que bien appartenant à M. Nguema Obiang Mang par le biais de sociétés suisses. 2 points méritent ici d'être précisés. D'une part, il ne peut être valablement allégué qu'il y ait eu saisie illicite dans la mesure où, au moment de cette saisie, en date du 19 juillet 2012, l'immeuble du 42 avenue Foch n'était pas affecté aux fins de la mission. Contrairement à ce qui a été dit hier, cet immeuble n'était pas
utilisé à cette date aux fins de la mission de la Guinée équatoriale. Cette dernière l'admet en déclarant le 27 juillet 2012 que, désormais, les services de son ambassade sont installés au 42 avenue Foch. Au 19 juillet 2012, l'immeuble du 42 avenue Foch ne bénéficiait donc pas d'une quelconque protection diplomatique empêchant une telle saisie. D'autre part, je rappelle qu'une saisie pénale vise principalement à rendre impossible la vente d'un bien jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le sort de ce bien. Une telle mesure n'empêche pas l'utilisation des locaux visés. La Guinée équatoriale en a d'ailleurs bénéficié après le mois de juillet 2012. À ce jour, compte tenu des recours intentés suspendant la confiscation, la saisie pénale demeure la seule mesure qui vise l'immeuble du 42 avenue Foch. Les mesures conservatoires indiquées par la Cour en 2016 ne sont ainsi pas méconnues. Quant à la mesure de confiscation contestée hier, prononcée au titre de sanction pénale à l'encontre de M. Obiang, il faut rappeler qu'elle emporte le transfert du titre de propriété de l'immeuble. Or, la question de la propriété est distincte de la protection qui peut être conférée à des locaux, puisque cette protection s'applique que l'occupant en soit ou non le propriétaire. Il en résulte que ni les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention de Vienne, ni les mesures conservatoires indiquées par la Cour n'ont été méconnues par la France à l'égard de la Guinée équatoriale. Il en va de même en ce qui concerne, enfin, l'article 22, paragraphe 2, dont la Guinée équatoriale a aussi évoqué la violation éventuelle, quoique de manière plus récente et abusive. Le texte de cette disposition se lit comme suit. L'État accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes les mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. Selon la Guinée équatoriale, la paix de la mission s'est vue troublée du fait des perquisitions, de la saisie pénale en 2012 et, nous a-t-elle dit hier, de la confiscation, lesquelles auraient également amoindri la dignité de la mission. La Guinée équatoriale ajoutait, dans sa réplique, que ces mesures auraient créé une situation d'insécurité qui entraverait le bon fonctionnement de sa mission. Aucun élément concret n'est venu étayer ces accusations. Les autorités françaises n'ont reçu aucune sollicitation de la Guinée équatoriale relative à une quelconque difficulté d'accès, de déménagement ou une situation d'insécurité concernant l'immeuble du 42 avenue Foch. De toute manière, comment les perquisitions et la saisie pénale immobilière auraient-elles pu troubler la paix de la mission alors qu'elles sont intervenues avant même l'installation évoquée dans cette note du 27 juillet 2012 ? Et à supposer que ce déménagement ait effectivement eu lieu à cette date, il a été opéré à un moment où la Guinée équatoriale avait parfaitement connaissance des procédures pénales lancées contre M. Nguema Obiang Mang et de leurs répercussions sur l'immeuble concerné. Depuis lors, les autorités françaises n'ont jamais été informées que la paix de cette prétendue mission ait pu être troublée de quelque façon que ce soit. Quant à la confiscation pénale contestée hier, je souhaite apporter la correction suivante.
L'exécution de la confiscation n'est pas réalisée à ce jour. Elle n'est pas imminente ni prévue à ce stade. La question est, en tout état de cause, et comme l'a relevé Maître Chikaya, suspendue au moins pour une année en attente de décision de la Cour de cassation. Le professeur Asensio rappellera tout à l'heure pour quelles raisons il est impossible d'engager la responsabilité d'un État pour un préjudice seulement éventuel. Deux conclusions peuvent être retenues de l'examen qui précède. Premièrement, aucune violation de l'article 22 de la Convention ne peut être valablement alléguée pour des faits antérieurs au 27 juillet 2012, date à partir de laquelle la Guinée équatoriale a indiqué qu'elle utilisait désormais l'immeuble du 42 avenue Foch aux fins de sa mission. Quoi qu'il en soit de la véracité de cette assertion, tous les faits litigieux évoqués précèdent cette date. Ils ne peuvent donc pas être appréciés au regard d'un régime d'inviolabilité diplomatique qui leur était, en tout état de cause, inapplicable. En second lieu, et je n'évoque cette hypothèse que pour être complète, à supposer même que le statut du 42 avenue Foch ait pu évoluer à partir du 27 juillet 2012, la Guinée équatoriale n'a fait état d'aucun acte de procédure pris à son encontre qui aurait pu constituer, depuis lors, une quelconque violation par la France de ses obligations au titre de l'article 22. Ainsi, la France n'a pu méconnaître la Convention de Vienne à l'égard de la Guinée équatoriale. Le professeur Bodo-Livinec a démontré que l'immeuble du 42 avenue Foch ne peut être considéré comme faisant partie des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale à Paris et ne peut donc pas bénéficier d'un régime d'inviolabilité. Si, par extraordinaire, vous en décidiez autrement, il vous appartiendrait alors de reconnaître que, en tout état de cause, le régime de l'article 22 de la Convention n'a pas été méconnu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu m'accorder. Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir appeler à la barre le professeur Pellet, qui poursuivra la présentation des arguments de la France. Je remercie Madame Lagrange et j'invite à présent le professeur Alain Pellet à prendre la parole. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, au paragraphe 151 de votre arrêt du 6 juin 2018 sur les exceptions préliminaires, vous avez considéré que, et je vous cite, « En ce qui concerne l'abus de droit invoqué par la France, il reviendra à chacune des parties d'établir les faits ainsi que les moyens de droit qu'elle entend faire prévaloir au stade du fond de l'affaire. » Pardon. Et vous vous êtes déclaré d'avis, je vous cite à nouveau, que l'abus de droit ne peut être invoqué comme cause d'irrecevabilité alors que l'établissement du droit en question relève du fond de l'affaire. Et vous avez ajouté, tout argument relatif à un abus de droit sera examiné au stade du fond de la présente affaire. Fin de citation. Les faits, tels qu'ils ont été relatés tout à l'heure par Mathias Forteau, renvoient inévitablement à ce paragraphe et établissent dans leur sèche objectivité que la tentative de transformation du 42 avenue Foch en locaux de la mission, puis en résidence de la représentante permanente de la Guinée équatoriale auprès de l'UNESCO, et enfin en ambassade, a eu pour seul objectif de faire échapper cet immeuble aux conséquences des poursuites engagé contre son propriétaire, M. Théodore Nguema Obiang Mangue.
Nous continuons de penser que, comme l'ont excellemment montré Pierre Baudot-Livinec et Marilyn Grange, la Guinée équatoriale n'avait aucun droit à établir son ambassade dans l'immeuble du 42 avenue Foch, en l'absence d'acceptation par la France. Je ne reviens donc sur l'abus de droit qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où vous conserveriez un doute sur la faculté qu'avait la France de s'opposer à cette métamorphose, opérée dans des circonstances dans lesquelles elle était pleinement en droit de s'opposer aux prétentions de la Guinée équatoriale. Et sur ce point, nous sommes en plein accord avec Sir Michael. Pour qu'il y ait abus, il faut qu'il y ait droit. Cela étant, il est légitime, fréquent et admis par la Cour, comme par toutes les juridictions internationales et nationales, je crois, qu'une partie peut tout à fait légitimement avancer des arguments alternatifs à titre subsidiaire, sans pour autant renier sa thèse principale. Au demeurant, je relève que, de toute manière, l'attitude contestable de la Guinée équatoriale constitue la toile de fond de toute notre affaire et que les changements erratiques de position de l'État requérant témoignent de l'embarras de nos contradicteurs à cet égard. Et ceci, que ce soit pendant les mois durant lesquels s'est noué le différend entre septembre 2011 et juillet 2012, que ce soit dans les périodes qui ont précédé comme dans celles qui ont suivi, ou à nouveau dans le courant de la procédure devant cette Cour. Nous avons, Monsieur le Président, préparé 2 tableaux qui portent respectivement les numéros 19 et 20 dans vos dossiers et qui mettent en évidence l'abus de droit que nous dénonçons. Le premier de ces tableaux, purement chronologique, met en parallèle, d'une part, les progrès de l'enquête judiciaire française sur les faits reprochés à M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, et d'autre part, le statut allégué du 42 avenue Foch, sur lequel l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 février, invoqué par les conseils de la Guinée équatoriale hier, jette un éclairage particulièrement utile. Cette décision établit en effet avec force détail que cette propriété était de 1996 à la fin de l'année 2011 ou au début de 2012, et je cite l'arrêt, lieu de simple résidence privée de M. Nguema Obiang Mangue, que celui-ci avait spécialement fait aménager à cette unique fin. Le second de nos tableaux synthétise les différentes explications successives, c'est le numéro 20, les différentes explications successivement avancées par la Guinée équatoriale en vue de justifier ou d'essayer de justifier l'évolution de ce statut. Nos contradicteurs insistent sur l'importance de la chronologie des faits dans cette affaire. Ils ont raison. Mais ils confinent la période pertinente à une durée par trop courte, tant en ce qui concerne son point de départ que son aboutissement. Le tableau qu'ils avaient inclus à la première page de leur dossier de plaidoirie, intitulé « Timeline », est à la fois excessivement sommaire et bien trop limité dans le temps. Les premières saisies de véhicules appartenant à M. Teodoro Nguema Obiang Mangue ont lieu entre le 28 septembre et le 3 octobre 2011. Mais ce n'est pas le début de l'histoire. En réalité, celle-ci commence largement en amont lorsque, comme cela est rappelé dans le tableau 1, l'association Transparence Internationale France a porté plainte contre un certain nombre de dirigeants étrangers et leurs entourages, notamment contre, je cite, M. Théodore Obiang et sa famille. Le 9 novembre 2010, cette plainte a été jugée recevable par la Cour de cassation.
Comme l'a relevé Mathias Forteau, ces épisodes ont été largement commentés dans la presse et ne pouvaient avoir échappé à l'attention ni de M. Teodoro Obiang Mangue, ni, plus généralement, à celle des autorités équato-guinéennes. Dès lors, la cession des parts sociales détenues entièrement jusqu'alors par M. Nguema Obiang Mangue dans 4 sociétés suisses. Pourquoi 4 ? Ces parts détenues donc exclusivement par lui dans ces 4 sociétés, jusqu'au 15 septembre 2011, cette cession apparaît sous son jour véritable, la menace d'une procédure pénale se précisant. Il était prudent de mettre le logement acquis en tant que jeune à l'abri d'une probable confiscation. Comme l'a relevé le tout récent arrêt de la Cour d'appel de Paris, ce n'est qu'à la fin de l'année 2011 que Nguema Obiang Mangue a fait le choix d'apparaître dans un acte relatif à l'immeuble du 40-42 de l'avenue Foch à Paris, alors qu'il en était le propriétaire occulte depuis le 20 décembre 2004. Et d'ajouter au sujet de la déclaration de cession de plus-value que cet acte, je cite, est en réalité la conséquence induite par la cession de ce bien à l'État de la Guinée équatoriale qui, à compter du mois d'octobre 2011, a initié une démarche tendant à voir reconnaître le bénéfice de l'immunité à ces locaux. Étant précisé que ceux-ci n'avaient, c'est toujours la Cour d'appel que je cite, n'avaient jusqu'à cette date été affectés qu'au seul confort et bien-être du fils du président de l'État de Guinée équatoriale. Fin de citation. Dans ses plaidoiries d'hier, la Guinée équatoriale a fait un certain cas du délai de 13 jours qui s'est écoulé entre la convention de cession des parts sociales, le 15 septembre 2011, et la perquisition du 28 septembre. Il est audacieux de présenter la première de ces dates comme étant bien antérieure à celle des premières mesures de contrainte prises contre l'immeuble en cause par les autorités judiciaires et policières françaises. Il l'est plus encore de présenter cette cession de parts sociales dans des sociétés étrangères, suisses en l'occurrence, comme ayant opéré un transfert de propriété de l'immeuble du 42 avenue Foch opposable à la France. Aussi longtemps que le changement de propriétaire n'est pas enregistré, l'acte d'acquisition, de vente ou de transmission d'un bien immobilier n'est pas opposable au tiers. Il appartient en effet aux offices notariaux de procéder à la transmission du titre de propriété au service de publicité foncière dont dépend le bien selon sa situation géographique. Une telle démarche permet seule, notamment à l'acquéreur, de s'assurer qu'aucune hypothèque ne grève le bien, que le vendeur en est le propriétaire, ou encore que le bien ne fait pas l'objet d'une saisie pénale. Ni le 28 juillet, ni le 4 octobre 2011, cette formalité essentielle n'avait été effectuée. Elle ne l'est d'ailleurs toujours pas, comme l'a reconnu la Guinée équatoriale dans sa réponse au juge Benouna à l'issue des audiences sur la demande en indication de mesures conservatoires en raison de la saisie pénale immobilière réalisée sur l'immeuble. Comme le relèvent les juges d'appel dans l'arrêt du 10 de ce mois, je cite, la qualité de propriétaire de M. Nguema Obiang Mangue des constructions du 40-42 de l'avenue Foch n'a pas été contestée devant la Cour d'appel. L'un de ses conseils, de M. Nguema Obiang Mangue, l'un de ses conseils a notamment, dans sa plaidoirie,
affirmé qu'en ayant effectué à la fin de l'année 2011 la déclaration de plus-value de cet ensemble immobilier, son client, toujours M. Nguema Obiang Mangue, s'était comporté comme le propriétaire déclaré de ce bien immobilier sans dissimulation aucune. Fin de citation. Je note au surplus que, très curieusement, l'impôt sur la plus-value résultant de cette cession, que tout vendeur de biens immobiliers doit acquitter si celui-ci est vendu au-dessus de sa valeur d'acquisition, a, au dire de Maître Chikaya, été réglé non pas par M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, mais par la Guinée équatoriale elle-même. Le règlement par l'acheteur des impôts dus par le vendeur au titre des plus-values représente un autre indice probant de la confusion des genres entre la Guinée équatoriale et la situation de M. Nguema Obiang Mangue. C'est en effet et en toute logique à la personne qui réalise une plus-value de s'acquitter d'un tel impôt. La Guinée équatoriale tente d'utiliser la cession de parts sociales du 15 septembre 2011 pour s'exonérer de l'abus du droit qu'elle invoque d'installer et de maintenir sa mission diplomatique au 42 avenue Foch. En réalité, cet épisode participe de la mécanique qui est précisément constitutive de cet abus. Monsieur le Président, je continue ma présentation chronologique en me fondant cette fois davantage sur le tableau 2, celui qui porte le numéro 20 dans le dossier des plaidoiries. Au premier jour des saisies, le 28 septembre 2011, l'ambassadeur de Guinée équatoriale à Paris adresse au ministre français des Affaires étrangères une lettre lui faisant part de la plus vive protestation de son pays face aux atteintes caractérisées à sa souveraineté qui se déroulent en ce moment sous couvert d'une instruction judiciaire et condamnant, je cite encore, tout particulièrement les opérations de perquisition et de saisie ciblées sur la personne de son ministre de l'Agriculture, ministre d'État. Les principes les plus élémentaires s'opposent en effet à ce que des juridictions pénales françaises connaissent d'une plainte d'une association relative à des faits allégués de blanchiment et de recel, de détournement de fonds publics étrangers. La lettre développe ensuite cette position sur 9 pages, sans jamais mentionner ni le fait que la Guinée équatoriale aurait acquis la propriété du 42 avenue Foch, ni qu'elle aurait antérieurement utilisé celui-ci pour l'accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique, ni qu'elle envisagerait d'y transférer imminemment, ni même à terme, les services de son ambassade à Paris, et pas non plus que l'immeuble serait protégé en tant que locaux de sa mission diplomatique. Le 4 octobre, des affichettes improvisées sont collées sur la porte d'entrée de l'immeuble indiquant « République de Guinée équatoriale, locaux de l'ambassade ». Le même jour, par une note verbale adressée au service du protocole du ministère français des Affaires étrangères, l'ambassade de Guinée équatoriale affirmait disposer depuis plusieurs années d'un immeuble situé au 42 avenue Foch qu'elle utilise pour l'accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique sans qu'elle ne l'ait formalisé expressément auprès de vos services jusqu'à ce jour. Fin de citation. Dans sa plaidoirie d'hier, Maître Eveuil, dont j'espère ne pas trop écorcher le nom, s'est montré peu loquace au sujet des fonctions diplomatiques qui auraient été assurées au 42 avenue Foch. Il s'est contenté d'affirmer que la Guinée équatoriale avait, je le cite, déjà amplement répondu aux questions de la France à cet égard, sans préciser où l'on pourrait trouver ces amples réponses et qu'il n'était pas nécessaire, je le cite encore, qu'il n'était pas nécessaire d'y revenir encore une fois. Puis-je suggérer que cela n'eût pas été complètement superflu?
Le 17 octobre 2011 toujours, nouvelle note verbale indiquant à la fois que la direction de l'ambassade sera assurée par la déléguée permanente de la République de Guinée équatoriale auprès de l'UNESCO et que la résidence officielle de celle-ci se trouve dans les locaux de la mission diplomatique située au 40-42 avenue Foch, 75 016 Paris, dont dispose la République de Guinée équatoriale. Cette affectation supposée est à nouveau affirmée dans la lettre datée du 14 février 2012 que le président de la République de Guinée équatoriale a adressée à son homologue français, sur laquelle je reviendrai dans un instant, et elle est aussi dans une note verbale du même jour, adressée cette fois au service du protocole de l'UNESCO. Cette effervescence diplomatique n'est assurément pas dépourvue de tout lien avec la perquisition et les saisies effectuées précisément ce jour-là au 42 avenue Foch. Cette effervescence se poursuit le lendemain, 15 février 2012, avec l'envoi de 2 nouvelles notes verbales. Par la première, une protection policière est sollicitée au bénéfice du ministre délégué aux Affaires étrangères équato-guinéen et du secrétaire général du ministère, qui, selon une formulation assez inhabituelle, je cite, « souhaite se rendre à la propriété du gouvernement de la Guinée équatoriale au 42 avenue Foch, à Paris ». La seconde note verbale de ce même 15 février indique que, je cite, « la République de la Guinée équatoriale a acquis un hôtel particulier au 42 avenue Foch. Il s'agit d'un immeuble qui appartient aujourd'hui au patrimoine de l'État de la Guinée équatoriale en France. Il s'agit donc de locaux inviolables conformément à la Convention de Vienne. L'obtention du titre de propriété en faveur de la Guinée équatoriale est en cours. Pour mémoire, ce titre n'a jamais été obtenu. » Et pour clore cette séquence de nervosité diplomatique liée à la perquisition et aux saisies du 14 février 2012, le 16, le ministre des Relations extérieures de la Guinée équatoriale sollicite l'agrément des autorités françaises à la nomination de Mme Bindang Obiang, ancienne représentante auprès de l'UNESCO, comme ambassadrice de son pays en France, en indiquant dans le CV joint que celle-ci réside non pas 42 avenue Foch, mais 46 rue des Bellefeuilles, 75 116 Paris. Voici qui corrobore le fait que, au cours de la perquisition, ou qu'il explique, qu'au cours de la perquisition du 14 février, les autorités judiciaires et policières ne rencontrèrent dans l'immeuble aucun membre de la délégation permanente de la Guinée équatoriale auprès de l'UNESCO, pas davantage que de sa mission diplomatique à Paris, et ne trouvèrent aucun bien mobilier ou document appartenant ni à Mme Bindang Obiang, ni à la mission, uniquement les effets personnels de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue. Le 13 juillet 2012, les juges d'instruction français en charge du dossier émettent un mandat d'arrêt contre M. Nguema Obiang Mangue. 2 jours plus tard, le ministère des Affaires étrangères équato-guinéen publie un communiqué au terme duquel, je le cite, « Après la perquisition et la saisie réalisée dans les locaux diplomatiques de Paris en février dernier, en enfreignant la Convention de Vienne et les accords bilatéraux entre les 2 pays, le droit international qui confère l'immunité de juridiction totale au plus haut représentant des États, et tel que l'observent régulièrement toutes les juridictions étrangères et surtout la Cour internationale de justice, a été de nouveau gravement ignoré.
au plus haut représentant des États. C'est donc bien au titre de l'immunité rationnée personnée dont, selon la Guinée équatoriale, aurait dû bénéficier M. Nguema Obiang Mangue, que celle-ci affirmait que l'immeuble disposait d'une protection et non pas en vertu de l'immunité maintenant alléguée de l'ambassade. Le 19 juillet 2012, la saisie pénale de l'immeuble est prononcée, d'où une nouvelle période de fébrilité diplomatique, se traduisant notamment par deux nouvelles notes verbales. Par l'une, du 27 juillet, l'ambassade équato-guinéenne à Paris informe le service du protocole du ministère français des Affaires étrangères que, je cite, « Les services de l'ambassade sont, à partir, vous l'avez déjà lu souvent, à partir du vendredi 27 juillet 2012, installés à l'adresse 6, 42 avenue Foch, Paris 16e, immeuble qu'elle utilise désormais pour l'accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique en France. » Et le 2 août 2012, peut-être pour corriger les faits juridiquement dévastateurs de la note du 27 juillet, nouvelle note verbale confirmant que la chancellerie de la République de Guinée équatoriale est bien située à l'adresse 6, 42 avenue Foch, Paris 16e, immeuble qu'elle utilise comme bureaux officiels de sa mission diplomatique en France. Monsieur le Président, ces faits parlent d'eux-mêmes. Ce ne sont nullement des hyperboles maniées dans une plaidoirie, ce sont des faits avérés. Le 42 avenue Foch était, au 3 octobre 2011, date des premières saisies immobilières, et encore au moins jusqu'à la fin de l'année 2011, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel de Paris dans son arrêt de la semaine dernière, le pied-à-terre parisien de M. Nguema Obiang Mangue. Il serait, selon la Guinée équatoriale, devenu, le 4 octobre, un local de la mission diplomatique. Puis, à compter du 17 octobre, la résidence de la déléguée permanente de la Guinée équatoriale auprès de l'UNESCO. Alors même que le 16 février 2012, celle-ci est déclarée comme résident, non pas 42 avenue Foch, mais 46 rue des Bellefeuilles. Tandis que le 27 juillet 2012, il est formellement notifié que les services de l'ambassade sont installés au 42 avenue Foch à partir de cette date postérieure à la décision de saisie de l'immeuble. Cette chronologie ne laisse aucun doute. La tentative de transformation inopinée de l'immeuble du 42 avenue Foch en ambassade de la Guinée équatoriale a eu pour objectif unique de faire échapper cet immeuble à un risque de saisie judiciaire, puis aux conséquences d'une telle décision. Au-delà de la chronologie des faits, certaines déclarations contradictoires des représentants de la Guinée équatoriale constituent des reconnaissances expresses de ces détournements ou dévoiements de la fonction des immunités. On dirait en anglais « des admissions against interest ». J'en citerai deux déjà mentionnés qui me paraissent exemplaires. Il y a d'abord la lettre du président de la République de Guinée équatoriale, que le président de la République de Guinée équatoriale a adressée au président de la République française le 14 février 2012. Il y écrit, dans un passage sur lequel la Guinée équatoriale a insisté hier, je le cite, « Votre Excellence n'est pas sans être informé que mon fils, Teodoro Nguema Obiang Mangue, a vécu en France où il a effectué ses études de son enfance à son âge adulte. La France a été le pays de sa préférence et, en tant que jeune, il a acquis un logement à Paris. Mais que, à cause des pressions exercées contre sa personne, du fait d'une supposée acquisition illégale des biens,
il a décidé de revendre le dit immeuble au gouvernement de la République de Guinée équatoriale. Le texte intégral de cette lettre figure dans les dossiers de plaidoirie sous le numéro 21. On ne saurait reconnaître plus clairement que M. Nguema Obiang Mangue a renoncé à la propriété du 42 avenue Foch dans l'espoir de faire échapper l'immeuble aux conséquences prévisibles des poursuites engagées contre lui. Le communiqué officiel du 15 juillet 2012, que j'ai cité tout à l'heure, au terme duquel la saisie pénale aurait violé l'immunité de juridiction totale reconnue au plus haut représentant des États, constitue un autre exemple de reconnaissance par la Guinée équatoriale de ces manœuvres d'évitement. D'autres éléments du dossier attestent également de l'artificialité de l'argumentation du défendeur. C'est notamment le cas d'un épisode plus récent, postérieur à la saisine de la Cour, qui s'est traduit par une autre lettre du chef de l'État équato-guinéen à son homologue français en date du 19 janvier 2017, dont le texte complet se trouve dans vos dossiers sous le numéro 22. Le président Obiang Nguema Bassogo y suggère au président français que le contentieux entre les deux pays, je cite, « pourrait trouver une résolution diplomatique si nous faisions prévaloir la Convention sur la protection des investissements signée entre les gouvernements » et il conclut par la proposition insolite d'échanger l'abandon de la procédure actuelle devant votre haute juridiction contre un contentieux arbitral fondé sur le traité bilatéral de protection des investissements du 3 mars 1982. Cet instrument avait déjà été mentionné dans la lettre de l'ambassadeur de Guinée, que l'ambassadeur de Guinée équatoriale a adressé le 28 septembre 2011 au ministre français des Affaires étrangères. Il est également invoqué dans une lettre du ministre de la Justice de la Guinée équatoriale à son homologue français en date du 9 mars 2012, qui, après avoir dénoncé les saisies opérées 42 avenue Foch et invoqué l'article 5 du traité, affirme que, je cite, « la dépossession de ces investissements sur le sol français appelle réparation dans les meilleurs délais ». On ne pourrait reconnaître de manière plus claire que l'immeuble de l'avenue Foch n'est pas une mission diplomatique, notion difficilement compatible avec celle d'investissement. Et l'on comprend assez bien l'embarras qu'éprouvent nos contradicteurs pour justifier la thèse de l'affectation diplomatique de l'immeuble à la date critique de l'engagement des poursuites contre M. Nguema Obiang Mangue. Ils se bornent à quelques affirmations et dénégations indignées qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve, mais qui sont démenties par les nombreux autres éléments figurant au dossier. C'est le cas, par exemple, s'agissant de l'utilisation prétendue du 42 avenue Foch comme résidence effective de Mme Bindang Obiang au moment des saisies, alors qu'il est avéré que tous les biens mobiliers se trouvant dans l'immeuble et saisis lors de la perquisition effectuée 2 jours plus tard appartenaient à M. Nguema Obiang Mangue et non à Mme Bindang Obiang. Pas davantage qu'il ne relevait de l'ambassade. Ainsi, le 14 février 2012, plus de 4 mois et demi après les premières saisies et les notes verbales prétendant que le 42 avenue Foch était la résidence de Mme Bindang Obiang, celle-ci n'y résidait pas et aucun service de la délégation permanente ou de la mission diplomatique n'y fonctionnait. Nos contradicteurs, je l'ai rappelé, n'apportent pas davantage la moindre preuve d'une quelconque utilisation de l'immeuble avant le 4 octobre 2011 à des fins diplomatiques.
Monsieur le Président, nous sommes pleinement conscients qu'une allégation d'abus de droit ne doit pas être proférée avec légèreté, quand bien même elle n'implique pas nécessairement une intention de nuire ou d'agir de mauvaise foi, et qu'elle ne peut être accueillie que dans des circonstances exceptionnelles. Mais il ne peut faire de doute que de telles circonstances existent dans notre espèce et que le seuil nécessaire à la preuve de l'abus est franchi. Sir Michael se plaint que nous nous basions sur des coïncidences, des spéculations, des probabilités dont nous aurions tiré des conclusions contestables, disputable inferences. Mais c'est le propre de l'abus, de ne pouvoir être déduit que de raisonnements à partir des faits disponibles, à partir d'un faisceau d'indices concordantes, et l'on ne peut s'attendre à ce que son auteur claironne qu'il abuse de son droit. Dans notre affaire, les coïncidences sont telles, les probabilités si nombreuses, les embarras de la Guinée équatoriale si éclatants, que le seuil de la preuve est à l'évidence largement dépassé. Mesdames et messieurs de la Cour, les éléments que j'ai brièvement présentés ne sont pas des déductions contestables, mais bien des éléments clairs et convaincants qui appellent une pareille conclusion. Ils attestent clairement que le comportement du demandeur procède d'un abus et montrent que la Guinée équatoriale a tenté d'exercer un droit, si droit il y avait, dans un but qui ne correspond pas aux finalités de ce droit, dans le but d'échapper à une obligation internationale ou d'obtenir un avantage indu. Telle est très exactement la définition généralement acceptée de l'abus de droit. Cet abus est d'autant plus criant qu'il s'agit d'immunité diplomatique dont le préambule de la Convention de Vienne de 1961 précise expressément que leur but est non pas d'avantager des individus, mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États. En l'espèce, il n'est donc même pas nécessaire de s'interroger dans l'abstrait sur l'applicabilité du principe de la prohibition de l'abus de droit en droit international, applicabilité qui au demeurant n'est pas douteuse. Cette applicabilité résulte ici d'une disposition expresse de la Convention invoquée par la partie demanderesse. Mesdames et messieurs les juges, vous êtes à l'évidence en présence d'un cas typique d'abus de droit, si l'on admet, je le souligne à nouveau, que la Guinée équatoriale était a priori dans son droit lorsqu'elle a revendiqué précipitamment le bénéfice du régime d'inviolabilité diplomatique pour le 42 avenue Foch, ce que nous ne croyons pas. Mais si l'on suppose, pour les seuls besoins de la démonstration, que cette tentative n'est pas par elle-même contraire au droit, il n'en resterait pas moins que ces faits avérés établissent de la manière la plus claire que toute la stratégie du demandeur a consisté à invoquer le régime des immunités diplomatiques, non pas dans l'intérêt du bon fonctionnement de la mission, celui-ci n'a jamais fait l'objet d'entraves quelconques de la part de la France, qui s'est constamment montrée soucieuse de ne pas aggraver le différend, il l'a été dans le seul intérêt de l'un de ses ressortissants dont les éminentes fonctions ne ressortent pas de l'application de la Convention de Vienne de 1961, ce que nos amis de l'autre côté de la barre ne prétendent d'ailleurs pas. Mesdames et messieurs les juges, j'espère ne pas avoir abusé de votre temps et je vous remercie vivement pour votre attention. Monsieur le Président, pourriez-vous appeler à la barre le professeur Asensio? Je remercie le professeur Pelé pour son exposé et je donne la
parole au professeur Hervé Asensio. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est un grand honneur pour moi de paraître ce matin devant votre cour au nom de la République française. Il m'incombe d'aborder les questions de responsabilité soulevées par nos contradicteurs, et cela à titre tout à fait subsidiaire. En effet, la France n'a méconnu aucun droit dont la République de Guinée équatoriale puisse se prévaloir au titre de la Convention de Vienne de 1961. Dans l'hypothèse où votre Cour conclurait différemment, la France soutient à titre subsidiaire que la Guinée équatoriale a mis en œuvre ses droits prétendus d'une façon contraire aux finalités de la Convention, c'est-à-dire qu'elle a commis un abus de droit caractérisé dans les circonstances assez extraordinaires de la présente affaire. Ce n'est donc que dans la double hypothèse où vous concluriez, d'une part, à la méconnaissance d'un droit et de l'autre, à l'absence d'un abus de droit, qu'il faudrait vous pencher sur les conséquences en termes de responsabilité. Hier, la République de Guinée équatoriale s'est bornée à des remarques extrêmement brèves sur le préjudice et le contenu de la responsabilité de la France. Il est pour le moins paradoxal qu'une partie demanderesse se limite à des demandes aussi vagues, d'autant que ces écritures n'étaient guère plus précises. La Guinée équatoriale a même prétendu que la France aurait reconnu avoir commis un acte illicite, ce qui est évidemment faux. Ces procédés ne sauraient entraver le droit de la partie défenderesse de présenter des arguments à titre subsidiaire, arguments qui n'impliquent bien sûr aucune reconnaissance de responsabilité. En premier lieu, la République de Guinée équatoriale a parlé d'un effet durable et dommageable à propos des actes de perquisition et de la non-reconnaissance du caractère diplomatique des locaux du 42 avenue Foch. Elle a paru lier cela, comme dans ses écritures, à une demande de cessation de l'illicite. Une telle demande ne laisse pas de surprendre, car la cessation ne peut porter que sur un fait continu, comme le rappellent les articles de 2001 sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites. Or, il est bien évident que les actes de perquisition ne sont pas des faits continus, mais des faits instantanés. Qui plus est, les premières perquisitions, celles des 28 septembre au 3 octobre 2011, ne sont plus considérées par la Guinée équatoriale comme litigieuses. Quant aux secondes, celles de février 2012, elles ont eu lieu à un moment où la Guinée équatoriale prétendait que l'immeuble était la résidence de sa déléguée auprès de l'UNESCO et non pas affecté à son ambassade. La demande de cessation est tout aussi surprenante s'agissant de la non-reconnaissance de l'immeuble comme locaux de la mission diplomatique, car elle inverse complètement les positions respectives des parties dans la présente affaire. Il importe de les remettre dans le bon ordre. Le présent différend trouve son origine dans la note verbale du 4 octobre 2011, par laquelle la Guinée équatoriale prétend que les locaux du 42 avenue Foch ont un statut diplomatique. En réponse, la France a refusé, dans une note verbale du 11 octobre 2011, de reconnaître ce caractère diplomatique. Ce refus est un fait instantané. Il a fait ensuite l'objet d'une discussion entre les parties, mais cela ne modifie en rien son caractère instantané, et l'existence d'une phase de discussion ne transforme pas un fait instantané en fait continu. Malgré le refus express de la France et les échanges diplomatiques auxquels il a donné lieu, la Guinée équatoriale a choisi de passer outre et de s'installer dans l'immeuble du 42 avenue Foch. Elle a ainsi créé une situation de facto qui, elle, est un fait continu. Si donc, pour reprendre les termes de Sir Michael Wood, « harm continues », la cause n'est pas le refus de la France, mais le choix de la République de Guinée équatoriale de s'installer dans cet immeuble, malgré ce refus. Si par extraordinaire,
votre cour estimait que le refus n'était pas conforme à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le constat de violation devrait être limité à ce seul fait instantané. Le constat ne transformerait pas rétroactivement une situation de facto en une situation de jure. L'arrêt de votre cour permettrait seulement aux parties d'apprécier quelle serait la réponse à apporter à toute nouvelle demande de la République de Guinée équatoriale visant à installer des locaux diplomatiques dans l'immeuble du 42 avenue Foch. En deuxième lieu, la Guinée équatoriale mentionne la saisie et la confiscation de l'immeuble comme source d'un préjudice, dans la mesure où ces actes des autorités françaises affecteraient le bon fonctionnement de la mission. S'agissant de la confiscation, l'effet allégué est en réalité doublement hypothétique. D'une part, la confiscation n'a pas encore eu lieu. Et d'autre part, une confiscation n'a pas nécessairement pour conséquence l'expulsion des occupants. Le prétendu préjudice repose ici sur des conjectures et ne peut donner lieu à réparation, conformément à une jurisprudence ancienne que votre cour a poursuivie dans son arrêt du 19 juin 2012 sur l'indemnisation dans l'affaire Diallo. Quant à la mesure de saisie, elle n'a pas empêché la République équatoriale d'installer de facto, selon ses propres dires, des activités dans l'immeuble du 42 avenue Foch, en méconnaissance du refus opposé par les autorités françaises. Ces activités se seraient poursuivies depuis le 27 juillet 2012 jusqu'à aujourd'hui, sans que la Guinée équatoriale ait jamais signalé le moindre incident aux autorités françaises. Il n'existe donc aucun préjudice avéré. Plus largement, la République de Guinée équatoriale invoque le principe de la réparation intégrale à propos de préjudices non spécifiés, lesquels seraient tant matériels qu'immatériels. Une question préalable doit être soulevée ici, celle du lien de causalité et de la contribution, à vrai dire évidente, de la République de Guinée équatoriale au préjudice allégué. Le droit international de la responsabilité est à cet égard clair et n'a pas été contesté par nos contradicteurs hier. D'une part, il convient de tenir compte des actions ou omissions de l'État lésé ayant contribué au préjudice, soit intentionnellement, soit par négligence. D'autre part, il arrive que le préjudice soit entièrement imputable à l'État prétendument lésé et non à l'État prétendument responsable. Cela est reflété aux articles 31 et 39 des articles de 2001 de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites. Or, justement, dans la présente affaire, le comportement particulièrement négligent de la République de Guinée équatoriale est la source principale, si ce n'est exclusive, des préjudices allégués. Les Écritures de la France ont déjà développé ce point et mes prédécesseurs ont souligné les variations et contradictions de la position équato-guinéenne. Je n'y reviendrai donc pas et me bornerai à 2 remarques additionnelles. La première porte sur la note verbale du 27 juillet 2012, celle dans laquelle la Guinée équatoriale déclare qu'elle utilise désormais les locaux du 42 avenue Foch à des fins diplomatiques. Elle déclare donc elle-même s'être installée dans l'immeuble à une date où elle savait pertinemment qu'il était grevé d'une mesure de sûreté pénale. Elle ne saurait ensuite soutenir que l'inconfort en résultant à ses yeux lui cause un préjudice. Il y aurait là une contradiction dans son comportement au détriment de la France. La seconde remarque porte sur le rejet par la Cour de cassation, le 5 mars 2014, de la demande de constitution de partie civile de la République de Guinée équatoriale
dans la procédure pénale visant M. Théodoron Nguema Obiang Mangué. Cette décision s'explique par le fait que la Guinée équatoriale n'a pas invoqué de préjudice résultant des infractions commises par M. Obiang Mangué. Un tel choix signifie qu'elle n'a pas entendu défendre ses intérêts, comme peut le faire un tiers de bonne foi dans la procédure pénale française. Là encore, la République de Guinée équatoriale ne saurait invoquer un préjudice sans se contredire au détriment de la France. Si, malgré tout, votre cour considérait que la France conserve une part de responsabilité, il faudrait ensuite s'interroger sur la réalité des préjudices invoqués et les formes appropriées de la réparation. Hier, la République de Guinée équatoriale, par la voix de Sir Michael Wood, s'est entièrement défaussée de la question, la renvoyant à une phase ultérieure. Cette attitude traduit l'incapacité de la Guinée équatoriale à démontrer la réalité d'un quelconque préjudice, et ce, malgré plusieurs années de procédure. Dès lors, la France demande à votre cour de ne pas renvoyer la question à une phase ultérieure de la procédure et de rejeter simplement la demande d'indemnisation. Cela serait parfaitement conforme à votre jurisprudence. Dans l'affaire des pêcheries opposant l'Allemagne à l'Islande, vous indiquiez que, je cite, « La Cour ne peut formuler une constatation générale de responsabilité sur des questions au sujet desquelles elle ne possède que des renseignements limités et des preuves insuffisantes. » Fin de la citation. Plus récemment, dans votre arrêt du 16 décembre 2015, vous avez rejeté la demande d'indemnisation du Nicaragua dans les affaires l'ayant opposé au Costa Rica, car cet État n'avait pas établi l'existence de dommages importants. Le raisonnement s'applique a fortiori dans la présente affaire, car la République de Guinée équatoriale n'a identifié aucun dommage matériel précis et n'est parvenue à apporter aucun élément de preuve à ce propos. Quant au prétendu dommage moral, la Guinée équatoriale, dans ses écritures comme hier, s'est limitée à des formules générales, sans aucune conclusion concrète. Elle n'a pas non plus pris en considération sa contribution essentielle à ce dommage moral, du fait de ses contradictions et de la situation de facto qu'elle a sciemment créée. La réalité du dommage et le lien de causalité ne sont donc nullement étayés. Si le dommage moral devait malgré tout être reconnu, la France estime, à titre infiniment subsidiaire, qu'une mesure de satisfaction consistant en une déclaration de responsabilité serait la forme de réparation appropriée. Enfin, les garanties de non-répétition demandées par la Guinée équatoriale devraient être rejetées, car, comme cela a été développé dans les écritures de la France, aucune circonstance spéciale ne les justifie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, ainsi se clôt la présentation des arguments de la République française pour ce premier tour de plaidoirie. Je vous remercie de votre attention en mon nom propre et en celui de toute notre délégation. Je remercie le professeur Asensio. Vous avez raison, votre exposé conclut le premier tour de plaidoirie de la France. La procédure orale en la présente affaire reprendra demain, mercredi 19 février, à 16h30, au fin du second tour des plaidoiries de la Guinée équatoriale. À l'issue de cette audience, la Guinée équatoriale donnera lecture de ses conclusions finales. La France présentera son second tour de plaidoirie le vendredi 21 février à 10h. À l'issue de cette audience, elle donnera à son tour lecture de ses conclusions finales.
Chacune des parties disposera, lors de ce second tour, d'un maximum d'1h30 pour présenter ses arguments. Je rappellerai que, conformément au paragraphe 1 de l'article 60 du règlement de la Cour, les exposés oraux du second tour devront être aussi succincts que possible. Le second tour de plaidoirie a pour objet de permettre à chacune des parties de répondre aux arguments avancés oralement par l'autre partie. Il ne doit donc pas constituer une répétition des présentations déjà faites par les parties, lesquelles ne sont, au demeurant, pas tenues d'utiliser l'intégralité du temps de parole qu'il aurait alloué. L'audience est levée.